Bonsoir, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette journée commémorative. Cette journée a été organisée par Congolese Action Youth Platform et la synergie des Mitamba de la diaspora, donc nos mamans qui représentent la communauté de Mwenga. Nous avons choisi de nous réunir aujourd'hui pour une journée spéciale. Le thème de cette journée commémorative, c'est Mwenga 25 ans après, afin de se souvenir des femmes enterrées vivantes à Mwenga. 25 ans déjà. Où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui? Que s'est-il passé ce jour-là? Donc, durant cette soirée, nous allons avoir plusieurs choses. Nous allons dans un premier temps avoir l'intervention de plusieurs personnes qui étaient sur le terrain. Je pense à l'abbé Mukange Dieudonné. Maman Stella, que nous connaissons et qui nous accompagne depuis très longtemps, sera là aussi pour pouvoir nous réciter un poème à l'hommage de ces personnes, de ces 13 femmes qui ont été enterrées. Nous aurons maman Jacqueline Kengele qui va aborder le thème sur la situation de l'État congolais, du moins le positionnement de l'État congolais par rapport à cette situation. Le professeur Kilomba Soumaïli Adolphe apportera aussi sa touche sur cette journée commémorative. Et enfin, nous aurons notre artiste, Papa Kazembe Vianney, qui a accepté aujourd'hui de contribuer via son art et nous avons tous hâte de pouvoir le partager ensemble. Bien évidemment, c'est une journée commémorative, comme la journée commémorative du 2 août, hein, où nous avons l'habitude de nous retrouver depuis plusieurs années. Nous allons allumer une bougie, des bougies de l'espoir avec les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui en mémoire de ces victimes. Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, le thème de notre campagne de cette année sur la commémoration est justice et dignité. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons tenu absolument à commémorer cette journée. Alors, pour la commémoration, je ne serai pas seule. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une journée qui a été organisée en synergie avec une autre association, avec nos mamans. Donc, je vais laisser chacune d'elles se présenter et vous saluer pour nous accompagner cette soirée. Ensuite, nous allons commencer notre commémoration. Donc, alors, maman Stella, bonjour à vous, maman, et bienvenue. Merci, merci. Bonjour, bonjour à vous et encore vraiment, merci de nous accueillir et surtout de vous joindre à nous qui représentons les Mitamba de Mwenga Oui, et de vous impliquer davantage par rapport à cette cause, la cause de tout ce qui est en rapport avec la violence tout court, hein. Merci tout beaucoup, ça. merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Dada Alliance. Bienvenue à vous, maman. Merci beaucoup et en tout cas, tous nos souvenirs vont vers les mamans, les mères, les sœurs et notre frère ou plusieurs frères victimes des atrocités et de la méchanceté humaine. Tous ceux qui ont perdu leur vie en 1999, en 1999 et qui attendent encore que justice soit faite. Mais aussi, je pense à toutes les familles des victimes qui sont Mhm. là, qui patientent, qui attendent à ce qu'il y ait une réparation. Et donc, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont accepté de nous joindre, de se joindre pour commémorer ces événements tragiques de Mwenga. Merci à vous, Cam. Merci beaucoup, maman. Nous avons aussi l'honneur d'avoir l'abbé Dieudonné Mukange, pardon, excusez-moi pour la prononciation. Vous allez bien, monsieur l'abbé? Je vais très bien. Je vous remercie grandement et je vous salue avec toute chaleur humaine. Et je vous rends grâce pour le choix que vous avez opté pour moi, pour parler un peu de l'événement. Merci Merci beaucoup à beaucoup. tous. Merci beaucoup, papa l'abbé. On va vous écouter tout à l'heure. Mimi, bienvenue Oui, et merci. merci, Maman Cam. Euh, Merci à cette synergie, la synergie de Mitamba, du Sud Kivu, ils se sont réunis. On a dit qu'on devrait se réunir et vraiment allumer une bougie en mémoire de nos mamans, de nos sœurs,
pour dire que on n'a pas encore oublié et que la justice soit faite. Et vraiment, quant au devoir des mémoires, on s'est réunis. Donc, merci à tout le monde. Euh, oui, on est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, alors j'ai la dernière personne que je vais présenter, bien sûr, de la synergie des Mitamba, Maman Fatou. Maman Fatou, bonjour. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ce que veut dire Mitamba, les Mitamba? Mitamba veut dire tout simplement sœur en langue léga. Et D'accord, donc, ce soir, je suis honorée et très émue de pouvoir commémorer les 25 ans du massacre de Mwenga. très bien. Massacre où toute une communauté a été traumatisée et est toujours traumatisée jusqu'à ce jour et réclame et attend toujours réparation par rapport aux personnes qui ont été enterrées vivantes. Voilà. Effectivement. Alors, en complément de ce que Maman Fatou vient de vous dire, effectivement, Mwenga, le titre exact, hein, on dirait que c'est l'horreur de Mwenga. Ces massacres se sont déroulés pendant 3 mois, octobre, novembre et décembre, et en 99. Donc aujourd'hui, on est déjà, ça fait 25. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en novembre 1999? Des éléments de l'ANC ont enterré vivantes 15 femmes d'origine des villages de Bulizi, Linda, Nkobe et Ngando, dans les environs du centre-ville de Mwenga, qui se situe à peu près à 135 km de Fikivu, à Bukavu. Avant d'être enterrées vivantes au centre-ville de Mwenga, ces victimes ont été torturées. Elles ont été violées, pour certaines avec des bâtons, et soumises à d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants, consistant notamment à introduire du piment dans les organes génitaux. Les militaires avaient accusé les victimes de collaborer avec des Maïmaï, d'où ce massacre. Alors, je suis membre de CAIP et comme vous le savez, nous portons un projet qui s'appelle donc Génocide pour des gains économiques. Considérons qu'en République démocratique du Congo, ce qui se passe est un génocide et c'est essentiellement tous ces massacres n'ont qu'un seul intérêt, c'est l'exploitation illicite de notre territoire, de notre ressource. Je vais très rapidement, vraiment très très rapidement, vous citer vous parlez de la ville de Mwenga, hein, dont il est question aujourd'hui. Mwenga est un territoire de la province de Sud Kivu qui est riche, très très riche en ressources naturelles. On y retrouve essentiellement des minerais comme l'or, qui est connu, hein, donc Mwenga est connu pour des gisements d'or, souvent exploités de manière artisanale et informelle. Mwenga est connu aussi pour les ressources naturelles en coltan. Mwenga est connu aussi pour la cassérite, principal minerai de l'État, utilisé dans diverses industries. Mwenga possède aussi des forêts. Donc, toutes ces richesses font que cette ville est plébiscitée et donc théâtre de massacres. Et c'est la raison pour laquelle nous, dans Génocost, nous avons dit qu'il est hors de question. Nous avons un devoir, déjà un devoir de mémoire, qui est de rappeler à l'État congolais, de pouvoir revenir sur les massacres, rappeler à l'État congolais qu'il faut qu'il y ait justice et surtout dignité pour ces victimes. Parce que 25 ans après, il n'y a toujours pas eu de justice et rien n'a été fait. Et ce que nous voulons surtout, c'est de dire que nous souhaitons à ce que ça s'arrête. Depuis 13 ans, Génocost, nous avons l'habitude de commémorer donc chaque le 2 août. Mais cette année, nous avons martelé, nous tenons absolument à rappeler à l'État congolais, puisque nous sommes sur le thème de justice avec le mémo que nous avons rédigé. Nous voulons pousser au-delà, après qu'ils aient reconnu la date du 2 août comme commémorative, nous voulons aussi que pour ces 25 ans de Mwenga, ils sachent qu'il y a aussi il y a des massacres et il y a encore des familles qui attendent qu'une chose, c'est d'avoir la justice. Là, ce sont les objectifs, effectivement, de CAIP. À côté de ça, l'association avec laquelle nous travaillons aujourd'hui, du moins la synergie des moments de Mitamba, c'est un réseau de femmes originaires de Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Elles vivent dans plusieurs pays. Donc, en pays comme Angleterre, Belgique, Canada, en France et en Suisse. Et elles sont conscientes du rôle fondamental des femmes dans le développement de la communauté.
Et c'est la raison pour laquelle elles se sont réunies pour se pencher sur les problèmes majeurs qui affectent les femmes et la communauté congolaise, notamment les violences endémiques faites aux femmes de la zone de conflit, ainsi que le traumatisme collectif causé par les décennies de guerre. Et donc, face à ce défi, la synergie vise à œuvrer pour renforcer le devoir de mémoire et promouvoir la justice sociale. Donc aujourd'hui, nous nous sommes rejoints, nous, Génocost, dans le cadre de la campagne de Génocost, nous nous sommes rejoints à vous, madame, à vous, mesdames, parce que nous avons un devoir commun qui est le devoir de mémoire et le devoir de justice et de dignité. Alors, tout de suite, pour commencer notre journée commémorative, je vais donner la parole à notre abbé Mukange Dieudonné, qui va présenter ce massacre et nous mettre dans le contexte de l'événement qui a eu à Mouinga. Donc, Papa Abbé, je vous laisse prendre la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup pour la parole. Donc, mon exposé est intitulé Enterrement de 15 personnes vivantes, supplice de tout un peuple à Mouinga. Eh bien, il est des choses sur cette terre de fils d'Adam qui sont au-dessus des forces du corps et des facultés de l'esprit. En octobre, novembre et décembre de l'an 1999, lors de la guerre d'agression et d'occupation, les habitants de Mouinga Centre, chef-lieu du territoire de Mouinga, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, se sont lavés l'opprobre de la tyrannie du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, en sigle, et ses alliés militaires de l'armée patriotique rwandaise, APR. Et pour illustrer la folie meurtrière et démontrer l'intention criminelle de ces agresseurs, une humanité sans nom s'est manifestée durant cette période, à savoir l'enterrement de 15 personnes vivantes, dont 12 femmes et 3 hommes. En effet, les massacres de Kilungutu jusqu'à Kasika du 24 août 1998, qui a fait plus de 850 victimes, et les batailles perpétrées de groupes du RCD contre les combattants Maï-Maï avaient plongé les habitants de Mouinga dans une psychose de guerre et une léthargie sans nom. Mouinga Centre était non gouverné, sans administrateur, sans détenteur du pouvoir coutumier. Ils se sont tous réfugiés à Bukavu. Et seule l'armée du Rassemblement congolais pour la démocratie faisait la loi. Et le commandement Frank Kasereka régnait en maître absolu. Il était secondé par les commandants Ramazani Fundi et Thierry Nzimbi. Frank Kasereka, le commandant, était un homme stratège.
il avait choisi domicile au quartier résidentiel des administrateurs à Boulinzi. À la cure de la paroisse Sainte-Marie de Mwenga, à Kalole, il y a affecté son second Thierry Zimbi, qui occupera le bureau paroissial du curé comme résidence. D'un bout à l'autre, Mwenga Centre est pris d'assaut et désormais assujetti sous l'œil vigilant des troupes rebelles du Rassemblement congolais pour la démocratie. Toutefois, il s'avère que à la périphérie de la cité de Mwenga, vers Kitamba et Mizulo, les escarmouches ne parvenaient pas à finir entre les éléments du Rassemblement congolais pour la démocratie et les combattants résistants Maï-Maï. Comme le commandant Frank Kasereka voudrait éradiquer la force de ces combattants qu'on prétendait recourir aux fétiches pour combattre, il déclencha une haine acerbe contre les sorciers et aux collaborateurs quiconques de Maï-Maï. Pour ce, il fit construire deux lits de supplice appelés un calvaire, c'est-à-dire lieu de supplice, au quartier résidentiel où il était. Et c'est là furent enterrées la plupart des personnes vivantes. 2. Golgotha, c'est-à-dire le lieu de Cannes, à la paroisse Sainte-Marie de Mwenga, où furent exécutés les captifs rescapés de la guerre. Et on étalait réellement leur crâne entre l'espace séparant le presbytère de prêtres et le couvent des sœurs de Santa Gemma. Monsieur l'abbé? Je pense que nous avons un problème de connexion. Oui, je pense que nous avons un problème de connexion. Je tiens simplement à vous signaler que Monsieur l'abbé nous appelle de Mwenga. Et comme vous le savez, hein, la connexion Internet en République démocratique du Congo, malheureusement, est très, très instable. Il a construit deux lieux de supplice, un calvaire qu'il appelait calvaire, c'est-à-dire lieu de supplice au quartier résidentiel, là où il était, où furent enterrées la plupart des personnes vivantes. 2. Golgotha, c'est-à-dire le lieu de Cannes, à la paroisse Sainte-Marie de Mwenga, où furent exécutés les captifs Maï-Maï rescapés de la guerre. Et c'est là où résidait Zimbi Thierry. Et deux fois, on exposait des crânes. Ceux qui passaient les voir là, à la paroisse. Donc, à ces deux endroits, il a mis un cul de basse fosse avec de fûts d'eau saupoudrés de sel et de piment rouge
où il plongeait les victimes pendant 2 ou 3 jours avant leur exécution. Et pour détecter les sorciers et ou sorcières, il allait en consultation vers une devineresse déguisée en pasteur de l'une des églises de réveil des tantristes d'une cellule de prière du nom de Kabesha à Toussé-Soi. En effet, la date du début de ces atrocités était le 12 octobre 1999. Et quelques jours avant cette date, pour se couvrir politiquement, lors d'un meeting, il va coopter et désigner comme administrateur du territoire M. Charles Kilumba Wati, alors chef de poste d'État de Ngando. Voici donc comment s'échelonnent les jours où ces 15 victimes ont été immolées au site calvaire, résidence du tyran Frank Kasereka. Le 12 octobre 1999, la première victime fut la maman Agnès Kungwa du quartier Boulinzi 2, avenue Mukonge. Le 13 octobre 1999, Mama Natukusu Monique. Le 14 octobre 1999, Mama Mawazo Bukumbu. Il faut s'attenir donc à la grande date. Le 17 octobre 1999. Cette date fut le jour d'opprobre, de larmes et de lamentation, jour du jamais vu. 10 personnes, au bout d'elles-mêmes, par des traitements inhumains, sortant de lieu de leur arrestation ou du culte de basse-fosse, en costume d'Adam, s'avancent vers le site de leur supplice. C'était pitié à voir ces mamans. Aux railleries du public, enfants et adultes confondus, leurs bourreaux vont les jeter dans des fosses et poser la terre sur elles pour les enterrer. Ce jour-là, Mwenga sentit l'hégémonie tyrannique du Rassemblement congolais pour la démocratie. Permettez-moi de citer ces pauvres victimes. Safikito, Tabu Wakenge du quartier Ilinda, Mbilizi Musombwa du quartier Boulinzi 2 Monument, rival de la concubine d'un soldat du RCD, Wabi Wamutiki, Moyouma Françoise, Nyasa Kassandoulé du quartier Ilinda, Bitondo Evelyne
du quartier Boulinzi Kabumba, Kyundundu, un homme qui passait à travers la route et qui a été interpellé par le tyran et venait de Muzombo. Alberto ou Albert Mutiki et Kalafula Bungilila, enterrés vivants. Après, allô, Oui, nous sommes là. allô, T'entends? Nous sommes Oui. là, papa, nous vous écoutons attentivement. merci beaucoup, parce que si chez nous, c'est moi, c'est un peu bâclé. Non, nous vous Après écoutons. un mois d'accalmie, après un mois d'accalmie, la chasse aux sorciers recommença. 2 victimes furent offertes au calvaire le 11 décembre 1999. Il s'agit de Papa Dieudonné Mouchimbwa de Butimba Luano et de Maman Sibazuri Zawadi de, de Mukingi, appelé communément par King. Elle venait des champs et on l'a emportée, soi-disant elle est sorcière, elle était sorcière, pour aller être enterrée. En fin de compte, de leur arrestation, toutes ces victimes étaient torturées et soumises à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Aujourd'hui donc, nous commémorons une page la plus sombre et triste de l'histoire de Mwenga, parce que le mutisme des gouvernants et d'autres hommes politiques nous déconcerte et nous plonge dans une sidération au plus noir de chagrin. Aucune condoléance aux familles éprouvées, aucun acte de justice posé pour réparer cette ignominie. À voir de près, la mutité voulue ou imposée aux certaines gens et l'attitude utopique prônant la passivité de prendre patience au peuple légat et hontément persécuté donne lieu à de fantasques interprétations comme ces victimes seraient condamnées à mort parce que sorcières ayant appuyé les Maï-Maï, ou serait-ce par règlement de compte dans des conflits familiaux, j'en passe. En, en tout cas, nous avons vu des hommes passer. En octobre 2010, la Marche mondiale des femmes a eu son point de chute ici chez nous, sous l'égide de son Excellence Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants d'antan. Mais comble d'histoire, on nous a fait des promesses d'un enterrement digne de ces victimes et des œuvres caritatives en leur souvenir. Mais rien jusque-là n'est fait. Je terminerai donc ce petit exposé
par cette pensée d'Abraham Lincoln. On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le temps tout un peuple. Enterrer 15 personnes de leur vivant, c'est vraiment le supplice de tout un peuple. Les habitants de Mwenga ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû faire ou voir, entendu des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre, subi des choses qu'ils n'auraient pas dû subir. Celles-ci ne sombreront guère dans les oubliettes de leur histoire et celle du monde. Paix donc à vous, illustres victimes de la barbarie humaine, vanité des vanités, dit Coëlette, vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1, verset 2. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Dieudonné Mukange. Je tiens simplement à reprendre, à rajouter que les horreurs qu'ont subies ces femmes, du moins ces Congolais, ont été citées dans le rapport mapping. Rapport mapping, comme vous le savez, qui reprend les violations les plus graves des droits de l'homme et les droits de l'homme et le droit international humain qui ont été recensés entre 1993 et 2023 en République démocratique du Congo. Donc, ces horreurs ont été reprises, mais il est aussi de notre devoir à nous, en tant que Congolais, de réclamer cette justice et dignité pour ces victimes. C'est sûr. Et derrière, demander, veiller à ce qu'il y ait une paix et que ces massacres ne se reproduisent plus. Oui. Alors, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, je retiens une chose, c'est que dit le gouvernement congolais. Quelle a été aujourd'hui? Quelles sont les solutions? Est-ce qu'aujourd'hui, les familles de ces victimes, il y a eu une réparation? Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité avoir avec nous maman Jacqueline Gengele. Je ne sais pas si elle est connectée. Pour vous situer, maman Jacqueline Gengele, elle est chef de division provinciale chargée de genre, femmes, familles et enfants dans la province de Sud Kivu. Et nous avons souhaité qu'elle puisse intervenir justement par rapport à ces événements qui se sont déroulés à Mwenga, de savoir quel est le positionnement du gouvernement. Est-ce que maman Jacqueline Gengele est avec nous? Si vous la voyez. Maman Jacqueline n'est pas là? Pas encore? Malheureusement, pas encore. On a un problème à Bukavu avec la connexion du Sud Kivu. À Bukavu précisément, mais pas encore. Très bien. Écoutez, en attendant qu'elle arrive, maman Stella. Maman Stella, vous êtes là avec nous? Maman Stella, elle est connue en tant que metteuse en scène, professeure d'art dramatique, animatrice culturelle et agent de développement et médiation interculturelle. Maman Stella a tenu à honorer ces victimes de Mwenga via un poème. Ce poème qui s'intitule Hommage aux femmes enterrées vivantes à Mwenga de Catherine Tchefou. Maman Stella? Oui, je suis là. Je vous laisse rendre hommage à ces victimes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cam. Merci. C'est juste pour introduire. Je veux juste dire que ce texte a été écrit évidemment en 1999 par une Congolaise, Catherine Tchefou. Ce texte qui,
je vais témoigner pour dire que c'est mon mari qui m'a fait découvrir ce texte-là. Ça fait plus de 10 ans, parce que je suis allée même à Mwenga en 2010 et j'ai déclamé, j'ai dit ce texte devant, devant tous ceux qui étaient là, plus de 2000 personnes. J'ai toujours, ça fait longtemps que j'ai commencé, nous avons commencé à militer et à parler de ces femmes enterrées vivantes à Mwenga, ici dans la diaspora. Et si aujourd'hui vous avez fait allusion au rapport mapping, tout ça, c'est parce que nous étions peu de femmes, on allait même veiller devant l'Union européenne pour parler de ça. Il y en a qui ne croyaient pas. Aujourd'hui, 25 ans après, rien n'a été fait. Mais au moins, nous sommes là aujourd'hui. Alors, ce poème, je me suis approprié. J'en ai fait mien. C'est un hommage merveilleux pour ces femmes-là. Et en tant qu'artiste, c'est ma façon à moi de contribuer pour que cela, pour que justice soit faite, pour qu'il y ait réparation. Alors, voilà. Et surtout pour le devoir de mémoire, je vais le dire, je dois me concentrer un tout petit peu. Kino kya malilo, kino kya malilo, oh balunda oh balunda elona salaboni oh douleur, quand donc quitteras-tu mon cœur? Oh mon cœur, garde éternelle mes 15 sœurs enterrées vivantes. Oh mes sœurs, que jamais, que jamais le souvenir de votre calvaire ne s'instoppe. 15 étaient-elles, 15 à être précipitées vivantes sous terre, 15 martyrs, 15 innocentes. Oh douleur, oh mon cœur, oh douleur, oh mes sœurs. Et vous, bourreaux, et vous, cœur de pierre, avez-vous été portés à la vie par des femmes de chair au bourreau? Pourquoi le crime est-il votre ivresse? Pourquoi verser le sang d'innocentes Congolaises, ô diable, sur terre criminelle sans frontières? Oh douleur, oh mon cœur, oh douleur, oh mes sœurs, oh malheur, oh misère. Et qui vous saigne? Le Congo se pleure, l'Afrique se recueille et l'humanité entière ne peut en croire ses oreilles. Et c'est vrai que là-bas à Mwenga, dans les marais et les forêts, les diables sans foi ni loi ont enterré vivantes 15 femmes. Quelle loi condamnera ce crime? Le tribunal de nos cœurs a déjà condamné le crime. Le crime contre l'humanité. Oh, douleur, oh mes sœurs. Oh, malheur, oh, misère. Oh, Limbolo malela maba ubie, malela, limbolo malela maba ubie, malela, limbolo malela maba ubie, malela. Volez en paix, vous, mes 15 étoiles. Partez en paix. Vous pour qui se sont-tu les cloches de l'église? Préposez-vous en paix. Vous qui êtes partis sans nos prières. Que les ancêtres vous accueillent. Ah, mes martyrs. Que la terre violée du Congo vous soit légère. Et que nos bouches crient justice. Et que nos bouches crient justice. Que votre sang versé arrose nos espoirs. Et que nos bouches crient justice, justice, justice. Kino kia malilo. Oh, balunda ye. Oh, balunda ye.
Iluna Salaboni. Lila, 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 lila. Que nos bouches crient justice, justice, justice. Que nos bouches crient justice pour nos sœurs suppliciées, nos frères suppliciés. Que nos bouches crient justice, 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 justice. Justice pour nos sœurs, nos frères suppliciés. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, maman Stella. Merci beaucoup. 25 ans après, nous continuons toujours à créer justice parce que celle-ci n'a toujours pas été rendue. Et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que nos victimes puissent obtenir cette justice et que leur âme puisse reposer en paix. Justement, professeur Kilomba Soumaïli Adolphe, est-ce que vous êtes là avec nous, professeur? J'aimerais donner la parole à professeur Kilomba Soumaïli. Il est avocat et professeur des universités. Il est directeur du Centre congolais de la justice transitionnelle et de la sécurité humaine. Et nous avons absolument besoin de son intervention maintenant parce que nous souhaitons connaître les mécanismes, justement, pour que la justice soit faite. Professeur, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là? Oui, professeur Kilomba Soumaïli Adolphe. Je suis là. Ah, Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que bonsoir. vous m'entendez. Bonsoir, nous vous entendons, prof. Professeur, Oui, merci. je vais couper peut-être la vidéo parce qu'avec la connexion, on va sûrement poser de problème quelque part. Donc, Ok. je vais couper la vidéo et intervenir en audio. C'est mieux parce que ce n'est jamais sûr avec la connexion que nous avons ici. Vous m'entendez? D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, professeur, et Bonsoir. bienvenue. Merci de nous rejoindre pendant cette Bonsoir. journée commémorative. Vous pouvez lire dans les visages des uns et des autres pendant l'intervention, pendant la prestation de Maman Stella, la tristesse. Et surtout, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que effectivement il y a le devoir de mémoire, mais c'est parce que nous souhaitons impérativement à ce que la justice soit rendue pour nos victimes. Euh, Nous souhaitons savoir, de par votre expertise, connaître les mécanismes et les instruments juridiques aujourd'hui qui existent pour soutenir les victimes des violences de Mwenga et de la RDC de façon globale. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de Mwenga, mais vous savez aussi qu'à l'est de la RDC, nous parlons de Kassika, nous avons parlé de Beni, nous avons plusieurs villes qui sont touchées. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, professeur, sur les différents mécanismes? Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, encore une fois. Et merci pour cette opportunité pour parler un peu de cette tragédie qui s'est passée il y a 25 ans. Je suis très heureux d'être là parce que ces souvenirs, c'est la chose la plus importante. Et donc, mon intervention va porter sur 3 points. On m'a demandé de parler pendant 10 minutes. Je n'irai pas au-delà. J'espère que vous m'entendez, malgré la connexion qu'il y a ici. Et donc, dans un premier temps, c'est un état des lieux. Et dans un deuxième temps, je vais parler des instruments juridiques internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo. Et en troisième lieu, les mécanismes de justice transitionnelle appropriés pour tenter d'apporter une réponse à toutes ces questions. L'émotion est là,
Ceux qui sont décédés, assassinés violemment. Et pour moi, c'est un grand plaisir que nous nous souvenions pour en parler, lutter contre l'oubli, parce que si on oublie, on ne construira pas l'avenir. Et si on ne tire pas les leçons du passé, eh bien, le passé va se répéter. Et donc, l'enterrement des femmes vivantes à Mwenga s'inscrit dans un panorama plus large euh, des tueries. Des tueries parce que, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est depuis octobre 1995 que l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo a entamé la rébellion, soutenue bien entendu par les pays voisins, la coalition des troupes rwandaises, burundaises et ougandaises, pour chasser le président Mobutu. Et là, on se retrouve à la fin de la guerre froide. Donc, les génocides venaient de se passer au Rwanda, les génocides venaient de se passer dans l'ex-Yougoslavie. Et donc, nous nous retrouvons dans ce contexte de graves violences. Ainsi, nous avons beaucoup de massacres euh, qui ont été perpétrés sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et les résumés, c'est dans le rapport mapping, dont une grande partie n'a pas été révélée. Il faut le signaler. Le rapport mapping, il y a une partie du rapport mapping qui est cachée dans les tiroirs à New York. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas sur les rapports mapping. C'est très important parce que c'est là qu'il faut continuer à faire le plaidoyer. Beaucoup de choses sont cachées et je me rappelle qu'en août 2010, lorsque l'ONU a publié le rapport mapping, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, s'est déplacé jusqu'à Kigali parce que dans le rapport mapping, il y a la théorie du double génocide qui a été invoquée et le secrétaire général de l'ONU s'est déplacé jusqu'à Kigali parce que le Rwanda a estimé, le président rwandais, c'est mieux de parler de lui, a estimé qu'il pourrait retirer toutes les troupes rwandaises qui servent dans la force de l'Union africaine. Visite, Nous on a avons caché une partie du rapport mapping. Donc, cette devrait continuer dans ce sens-là. Et donc, nous avons le massacre des Kassika, nous avons le massacre des Cagnola, nous avons les femmes enterrées vivantes à Mwenga, nous avons Tingi Tingi dans les territoires de Lubutu, donc à la frontière entre la province, l'ex-province orientale, les Nord Kivu et les Sud Kivu, et bien d'autres massacres. Donc, c'est très important de ne pas oublier ce contexte-là. À Mwenga, accusé de toutes sortes de mots. Et donc, c'est un peu ce contexte-là. Et je voudrais ajouter que à partir de 96 jusqu'en 2003, c'est une série de tueries systématiques, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Et donc, ce contexte ne doit pas être oublié parce que c'est la manifestation de la faiblesse de l'État, l'État congolais comme instrument de protection des libertés individuelles et des libertés publiques. Parce que si les gens sont tués de cette manière, c'est parce que l'État n'a pas été mesure de les sécuriser. L'État, qui est le débiteur principal de la sécurité et du bien-être de tout le monde, n'a pas été à la hauteur. Ça, c'est un élément très important. Et donc, les faits sont là. Les femmes ont été enterrées vivantes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que je passe au deuxième point de ma communication.
c'est par rapport aux instruments juridiques internationaux. La République démocratique du Congo a ratifié les statuts de Rome, portant création de la Cour pénale internationale. Mais cette ratification ne couvre pas la période d'avant juillet 2002. Ça, c'est un élément important. Oui, nous avons ratifié les statuts de Rome, mais les statuts de Rome n'est entré en vigueur qu'au mois de juillet, au 1er juillet 2002. Et donc, tous les crimes qui ont été perpétrés avant juillet 2002 ne peuvent pas être poursuivis par la Cour pénale internationale. Ça, c'est un élément important, très important. Et c'est là toute la problématique de la lutte contre l'impunité. Parce que, oui, le statut de Rome est là. Oui, nous l'avons ratifié, ce qui est un élément important, parce que notre pays a montré quand même la volonté de lutter contre l'impunité. Mais la Cour pénale internationale ne peut pas poursuivre tous ces crimes. Elle ne peut pas, tout simplement parce que le statut est entré en vigueur au 1er juillet 2002, pendant que tous ces crimes, dont l'enterrement des femmes vivantes à Mwenga, étaient déjà perpétrés. Et donc, la Cour pénale n'est pas une solution à ces problèmes-là. Voilà ce qui me conduit à dire que nous avons des instruments juridiques internationaux et nationaux, bien entendu, qui peuvent aider la République démocratique du Congo à faire face à ces problèmes, à faire face à cette tragédie. Lorsqu'on enterre les personnes vivantes, les personnes sans défense, les personnes inoffensives, les personnes qui ne constituent pas une menace armée contre les belligérants qui s'affrontent, cela s'appelle tout simplement crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Oui, j'ai parlé du statut des Roms. Et donc, les statuts des Roms, c'est les statuts, c'est la Convention internationale adoptée à Rome en 1998, créant la Cour pénale internationale. Mais à côté, nous avons ce qu'on appelle la Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Et c'est ça le texte le plus important. Et c'est le point saillant de ma communication. La Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Et je venais de publier d'ailleurs un article il y a 3 ans pratiquement. Il est disponible, les droits à la vérité dans la région des Grands Lacs, état des lieux de l'offre et de la demande. La République démocratique du Congo n'a pas ratifié jusque-là la Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. C'est une convention des Nations unies. La République démocratique du Congo ne l'a pas ratifiée, ce qui est quand même scandaleux parce que notre pays, et je rappelle, à partir de l'étude quantitative menée par International Rescue Committee, IRC, une ONG américaine, quantitativement parlant, le conflit en République démocratique du Congo, c'est le deuxième conflit le plus meurtrier après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un élément très important. Le conflit le plus meurtrier après la Deuxième Guerre mondiale, c'est celui qui est survenu en République démocratique du Congo. Et lorsqu'on voit la minimisation qui caractérise le langage autour de ces conflits, c'est tout simplement révoltant. Et donc, la République démocratique du Congo, qui est cette convention, et nous, acteurs de la société civile, nous devons accentuer la pression pour que notre pays ratifie la Convention sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Parce qu'en plus de la qualification de crimes contre l'humanité, nous avons ce que nous appelons la disparition forcée. On a forcé toutes ces personnes à disparaître. J'étais heureux de constater que
on les a quand même identifiés. Ça, c'est un élément important. Et donc, nous avons ces textes-là. Premièrement, les statuts des Roms, mais la faiblesse du statut des Roms, c'est qu'il ne peut pas s'appliquer avant le mois de juillet 2002. Et nous avons la Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Et ce texte consacre ce qu'on appelle le droit à la vérité. La vérité est devenue un droit, comme le droit à l'éducation, comme le droit à l'alimentation, comme le droit à la santé. La vérité est devenue un droit. C'est en fait une correction du droit à l'information. À ces jours, dans les contextes des justices transitionnelles, on n'a plus seulement besoin de l'information. On n'a plus seulement droit à l'information parce que l'information peut être vraie ou fausse. Mais on a droit, en plus de l'information, on a droit à la vérité. Et ça, c'est très important. Cela me conduit au troisième point de ma communication sur les mécanismes de justice transitionnelle pour faire face à ces problèmes. Et le premier élément de la justice transitionnelle, nous avons effectivement ce que nous appelons les droits à la vérité. Les victimes ont le droit de connaître qu'est-ce qui s'est passé. Et parlant de Mwenga, de l'enterrement des femmes vivantes, pourquoi ont-elles été enterrées vivantes? Voilà. Pourquoi? Pourquoi cela est arrivé? Why? C'est ça la première question. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne d'entre nous n'a l'information. Nous ne savons pas pourquoi cela a été fait. Quels sont les mobiles, quelles sont les motivations de ces personnes qui ont posé ces actes aussi détestables, aussi odieux, aussi révoltants. Et donc, ça, c'est le premier mécanisme de justice transitionnelle et qui est consacré par la Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Je disais que la République démocratique du Congo n'a pas ratifié ces textes. Oui, mais le Rwanda ne l'a plus non plus ratifié. Et moins encore le Burundi. Et donc, vous imaginez la région des Grands Lacs, la région décimée d'Afrique par des conflits armés. Mais aucun de ces pays n'a ratifié. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas faire une action en justice contre l'État congolais pour lui exiger des explications sur la disparition de toutes ces personnes. Dans les termes courants, nous parlons d'enlèvement, mais le terme est faible. Le terme le consacré par la Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, c'est la disparition forcée. On a forcé ces personnes à disparaître. Et donc, le droit à la vérité comme premier mécanisme de justice transitionnelle, et je rappelle que la justice transitionnelle, c'est la justice appelée à s'appliquer après une période de graves violences et de conflits armés et de bouleversements politiques. Deuxième élément, nous avons les poursuites pénales. Quel jour pourra-t-on assister à un procès de toutes ces personnes? Voilà la problématique du tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens disent que l'idée est démodée. L'idée n'est pas démodée parce que la Cour pénale internationale ne peut pas rétroagir. Elle ne peut pas poursuivre les crimes avant 2002. Alors, quel autre mécanisme pour résoudre ces problèmes? C'est créer un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo et cela doit être fait par le Conseil de sécurité des Nations unies, pas par le gouvernement congolais. Pourquoi par le Conseil de sécurité des Nations unies? Tout simplement parce que lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies prend une résolution, tous les États doivent coopérer, tous les États. Et donc, nous avons les poursuites pénales. Il faut punir, connaître les auteurs, ne fût-ce que les connaître. Et si tous ces auteurs sont décédés, au moins on les aura connus.
au moins on identifiera la participation criminelle. Qui ont été complices? Qui ont donné l'ordre d'enterrer des femmes vivantes? On ne peut pas enterrer une personne en vie. C'est un sabotage de la vie. Et donc, comme deuxième mécanisme, nous avons les poursuites pénales. Et en troisième lieu, nous avons la clémence. Pardonner, c'est un élément de réconciliation. Mais on ne peut pas pardonner si on ne connaît pas la vérité. C'est difficile de pardonner. Le pardon ne peut avoir sa place que là où la vérité a été dite. Et quand la vérité a été dite, c'est-à-dire nous connaissons les auteurs, nous connaissons pourquoi ils l'ont fait et dans quel objectif ils l'ont fait. Quatrième mécanisme, nous avons les réparations. Les faits, les torts qui ont été causés doivent être réparés. Ces femmes vivantes ont été enterrées, elles ont été arrachées de leur famille. C'est des orphelins qui sont restés. Et donc, c'est des vies détruites, c'est des rêves perdus. Et donc, les réparations, aussi bien individuelles que collectives, doivent avoir lieu. Et nous, qui sommes rassemblés ici, devons y penser. Devons accroître la pression sur le gouvernement congolais parce que c'est le premier responsable. Si tous ces événements sont arrivés sur le territoire de notre pays, c'est parce que notre gouvernement n'était pas à la hauteur. Et le cinquième pilier, à part les réparations, nous avons les garanties de non-répétition. Quelles sont les garanties de non-répétition? Qu'avons-nous comme garantie pour que cela ne se reproduise plus jamais? Est-ce qu'en vivant dans ce pays qu'est la République démocratique du Congo, on dira que de tels événements ne pourront plus jamais se reproduire? Les femmes ont été enterrées vivantes, oui, mais que fait-on de tous ces jours de souvenirs? Est-ce que le gouvernement congolais a fait même un communiqué aujourd'hui pour s'approprier l'histoire? Est-ce qu'on a vu la manifestation des excuses publiques? Est-ce qu'il y a un musée qu'on a construit? Je m'imagine en regardant les négociations entre les Américains et, et les gouvernements nord-coréens, lorsque M. Trump était encore président, on a vu que le président américain réclamait les cercueils des militaires américains morts en 1953 et dont les corps étaient pris en captivité par le gouvernement nord-coréen. La mémoire, se souvenir, parce que comme nous disons, dans le contexte de justice transitionnelle, le passé, c'est tout ce qui ne passe pas. Et donc, il est important que tous ces mécanismes de justice transitionnelle soient mis en œuvre et pour rendre justice à toutes ces personnes qui ont perdu la vie à cause de la faiblesse du gouvernement congolais, à cause de l'incapacité du gouvernement congolais à donner la sécurité à ses habitants. Il est temps que tout le monde s'élève. Et c'est là encore que je salue cette initiative de faire une conférence en mémoire de toutes ces femmes, et non seulement en leur nom, mais aussi au nom de toute la population congolaise décimée jusqu'à ces jours d'ailleurs, tout simplement parce que la communauté internationale, faut-il le rappeler, a laissé les gens s'entretuer au Rwanda. La communauté internationale a appuyé un régime génocidaire de Juvenal Habyarimana et qui a fait des ravages. Et voilà, nous en subissons les conséquences. Aujourd'hui, nous devenons des victimes collatérales d'un génocide qui s'est passé à côté de nous, tout simplement par manque de vigilance. Ces mêmes aveuglements, aujourd'hui, nous sommes en train de les voir. C'est ce qui se passe au Moyen-Orient, là où un État, l'État d'Israël, envahit le Liban, détruit la bande de Gaza. Et c'est vrai qu'il y a eu des attaques,
Mais la disproportion de la réplique révolte parce que ce sont des vies humaines. Ainsi parlant, des femmes enterrées vivantes à Mwenga, la vérité doit être dite. Les poursuites pénales doivent avoir lieu. Les réparations en faveur de toutes ces personnes, le pardon, bien entendu, et les garanties de non-répétition. Je dis et je vous remercie. Merci, merci beaucoup, professeur Kilomba Smaili. J'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de cet événement parce que je pense que parmi nous, nombreux sont ceux qui souhaiteraient justement vous poser des questions par rapport à votre intervention. En tout cas, au nom de CAEP et de Génocost, hein, parce que nous avons, comme je vous avais dit au début de notre journée commémorative, cette année, nous avons choisi comme thème justice et dignité. Et par la même occasion, nous avons rédigé un mémo sur lequel nous souhaitons recueillir un maximum de signatures et l'envoyer au gouvernement congolais avec des recommandations. Et je pense vraiment qu'il serait pertinent par la suite, professeur, que nous puissions échanger ensemble concernant ces recommandations, parce qu'elles sont pertinentes les unes les autres, et vous l'avez très bien souligné, hein. Aujourd'hui, malheureusement, la situation dans laquelle se retrouvent les victimes à Mwenga ou dans le reste du territoire congolais, c'est parce qu'il y a une incapacité du gouvernement congolais de protéger son peuple. Et c'est notre devoir à nous, en tant que patriotes congolais, nous qui sommes réunis aujourd'hui, de pouvoir, à travers les différentes initiatives, notamment cette initiative-là, donc comme nous le faisons avec le devoir de mémoire, de pouvoir nous lever et de pouvoir faire en sorte que la justice soit rendue. Donc, je vous donnerai un temps de parole. Nous aurons un temps de parole tout à l'heure. Comme ça, nous pourrons éventuellement poser des questions aux professeurs ou à d'autres intervenants, notamment l'abbé qui est intervenu un petit peu avant. Alors, nous avons parmi nous notre artiste, Papa Kazembe Vianney. Alors, Papa Kazembe Vianney fait partie de l'Ukumbi System. Il est icône de la musique Lega. Donc, il a absolument tenu compte de vivement de moins pouvoir prester pour rendre à ces personnes. Est-ce que Papa Kazembe Vianney est avec vous? Papa Kazembe, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis en ligne, je suis en ligne. Merci beaucoup, Oh, papa. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Comme ça, on va vous voir. Je rappelle aussi que Papa Vianney Kazembe nous appelle directement de la République démocratique du Congo. Et il est donc, comme je vous ai dit, icône de la musique Lega. Et donc, cette journée de commémorative, c'est une journée qu'il porte énormément. Et il a vraiment tenu coûte que coûte à pouvoir rendre hommage à nos martyrs. Papa Vianney, oui, je suis présent, je suis avec vous ici, je suis en ligne. super. Est-ce que votre caméra est allumée? Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous le voyez? Parce que moi, je ne vois pas sa caméra. Je vous vois. Mais nous, on ne vous voit pas. Vous étiez tellement. Je vous ai vu tout à l'heure avec votre tenue. Vous qui êtes un artiste. euh, c'est tout ce rendu. Et moi, je vous vois, vous êtes en lunette là. Non, non, mais on ne vous voit pas. Il faut juste allumer votre caméra. Oui, c'est Et moi je en l'ai lunette, allumé. papa. Hein? Il faut juste J'ai allumer allumé. votre caméra. Euh, ok. Est-ce que si vous le voyez, faites-moi signe, hein, parce que. Il a allumé puis il a Moi, éteint Alors, il faut réappuyer une une fois. seule fois. Le Voilà. voici. Allez, non, maintenant la caméra. Impeccable. Super. Vous êtes magnifique dans votre tenue, les gars. À vous, papa.
Binji kumba na mwenji abunja mwa awa eumbi imoi makana yenda makumba kenda na enda patingile ya kanyumwenga pamai ashishi yetu na ndume yetu palakile msindo aba ilivitenja nalinganya ungwa nyese na tukusu Monique bukumbu mawazo kalafula bungilila pitondo Eveline nyasa kasandule safi kito tabu wakenge wabiwa mutiki mwanyuma Françoise mbilizi msombwa kiundundu mutiki Albertine sibazuri zawadi mshimbwa dildone oh bamitamba bamulilila nalilila ashishetu binetu na ndume yetu balakilwe msinda ba ili bitenja omwenga luwaba omtima ponga tunalia dada zetu mama yetu na kaka yetu waliozikwa wazima pa mwenga uzuni moyoni uruma aye isanja limbola malila na ivele limbola masea bali na baba malala tabichu limbo oza mkenyi ya chembe vyanene sashina iutenjai uno isitali na pongo site masoka tola na mungu ligulia joji tatata uchiwa msesile ilomoi itendalia ni malila ukimba wani malila ishwala ni malila mweko wani malila naya vaya kilo ukanyola naya naya vaya kilo wachia naya 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 vaya kilo umakobola naya naya bala kule ba witenja umwenga naya 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 kungo anyesie aina nisina nilai na tukustu Monique aina nisina nilai bukumbu mawazo aina nisina nilai kalafula mungilila naya naya bitondo Eveline aina nisina nilai nyasa kasandule nisina nilai safikita nisina nilai tabu wakenge naya naya wabiwa mutiki na ine mwayuma Françoise aine nisina nilai biliji msombwa aine nisina nilai ekiundudu naya 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 mutiki Albertine aine nisina nilai sibazuri zawadi nisina nilai mshimbwa diedone nisina nilai limbolanga ndumalilai mama uvi mal ay 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 itendalia ni malila ukimba wa ni malila aya naya naya ni abola mchonga ay 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 aïe, 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 aïe. Que justice soit faite en faveur des victimes. Malila, les Mitamba pleurent et Kazembe Vianney pleure aussi. Que justice soit faite. Que vos âmes reposent en paix. Merci. Merci beaucoup, Papa Vianney. Oui, s'il te plaît. Alors, je l'ai Merci aidé. beaucoup, Papa Vianney, pour votre intervention et merci pour cet hommage. C'est moi qui vous remercie. Je remercie, j'encourage toutes nos Mitamba et surtout l'abbé Curé pour l'initiative de commémorer cette journée.
Ça ne doit pas rester silence radio. Il faut que tout le monde s'y implique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Vianney. Alors, Ok, merci. merci beaucoup. Il nous reste encore deux points à évoquer ensemble. Mais avant cela, je voulais laisser la parole à vous qui êtes là présents. Si parmi vous, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a une question ou deux que vous souhaitez apporter, que nous puissions partager pendant cette journée commémorative? Si vous souhaitez, par exemple, poser une question à l'abbé ou alors au professeur qui est présent, est-ce que parmi vous, quelqu'un souhaite intervenir? Je n'ai pas d'intervention maintenant. Nous avons beaucoup de choses à faire. Oui. Peut-être ma demande est que l'implication de tout le monde et prendre cet événement comme s'approprier ça, comme le pays. Ok. Allô? Oui, papa, on vous entend. Comme on dit que c'est difficile de poursuivre ça au niveau de l'ONU, en 2002, il faut que nous fassions une forte sensibilisation de la population en vue pour que la justice soit faite pour la réparation des victimes. Merci beaucoup. Alors, nous avons Papa Alain Tsoki. Papa Alain Tsoki, je pense que vous avez souhaité poser une question. Vous avez souhaité dire quelque chose? Je vais demander simplement de couper le micro, s'il vous plaît. Je vais demander, oui, on a quand même plusieurs personnes qui veulent intervenir. Donc, il y avait, je crois que j'ai cru voir Papa Alain, mais par Alain Soki, il y a aussi Monsieur Petit Gabriel et puis Monsieur Thomas Mwangalwa. Donc, on a trois personnes qui souhaitent intervenir. Très bien. Alors, on va vous laisser la parole. On va commencer avec Papa Alain Tsoki. Si vous pouvez allumer votre micro. S'il vous plaît, les interventions doivent être très, très courtes parce qu'après ça, nous devons passer au moment clé qui est de rendre hommage à nos victimes. Papa Alain. Bonsoir, bonsoir chers Bonsoir, tous. papa. Je me présente Alain Soki. Je ne fais pas partie de votre communauté, spécialement les gars. Mais étant congolais, j'ai été invité par l'une de vous. J'ai considéré que l'invitation était quand même très importante. Question pour moi de savoir ce qui se passe sur d'autres coins de la République, parce que moi je suis vraiment de l'Ouest, je suis du Congo central. Et je vous appelle, je participe en étant au pays pour votre information. Alors, je voulais savoir, puisqu'il y a eu plusieurs détails sur le déroulement des faits, des événements, etc. Ces personnes, ces seigneurs de guerre ou, je sais pas moi, ces oppresseurs, ont été bel et bien identifiés à l'époque. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de retracer leur situation géographique à l'instant? Ou y a-t-il moyen de les inviter à participer à cette commémoration? Question pour eux de savoir ce qu'ils ont eu à briser, ce qu'ils ont eu à faire, ce qu'ils ont eu à causer par les actes antérieurs. Si ça peut Merci. aussi aider d'autres militaires, puisque nous le savons que les militaires chez nous, bon, ils ont leur manière de faire les choses, étant donné qu'il y a un problème d'encadrement. Mais si ça peut enseigner au moins ceux qui sont en exercice à ces jours, moi je pense que ça pourra aussi être une manière de dire non, afin que ces genres d'actes, ces genres de situations ne puissent plus se répéter dans notre pays ou dans ces territoires meurtris. Voilà. Très bien. C'est une question en fait. Est-ce que Papa Mukange, pardon, vous souhaitez répondre à cette question?
Merci beaucoup. Je remercie beaucoup Alain de, avec, de poser cette question. Sa préoccupation, je pense, c'est une préoccupation aussi à nous. Si réellement on crie à cri, à tort, et dénoncer les choses, c'est pour que justement ces gens-là puissent être connus. Et ils sont connus. Et ils se promènent au Congo sans inquiétude. Et jusque-là, je pense que nous, comme civils, nous sommes incapables réellement de pouvoir exécuter donc et, c'est ce que vous nous demandez. C'est à cause de cela que nous nous adressons réellement à l'État congolais de prendre les choses en main parce que ils sont là, les militaires qui ont fait ça. Même les commanditaires de cela, donc, les gens de ce groupe-là de rebelles, se promènent carrément. Il y a de ceux qui, par exemple, actuellement, qui ont participé à beaucoup de meurtres et qui ont des titres, qui continuent encore à, à travailler dans le gouvernement. Vous sentirez, par exemple, il y a beaucoup de généraux qui ont tué des milliers de Congolais, mais ils sont là, dans le Congo. Tous les fondateurs là, de ces partis-là de rébellion, de ceci et de cela, ils travaillent encore au Congo. Et je me rallie réellement au professeur Kilumba Soumaili, qui dit que c'est la faute du gouvernement. C'est à cause de cela que nous sommes en train de crier, que le gouvernement réellement soit conscient de, de prendre à main son pouvoir, de nous sécuriser, nous autres. Moi, civil, si je m'attaque par exemple à un militaire qui était caporal demain parce qu'il a tué beaucoup de gens, aujourd'hui il est général, c'est pour ma vie, je vais aussi disparaître d'ici peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a Petit Gabriel. Vous avez souhaité aussi poser une question? Est-ce que vous pouvez ouvrir le micro? Nous vous écoutons. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Moi, je fais mon intervention depuis Bujumbura, au Burundi. Je ne sais pas si ce sera une question ou une contribution, mais déjà, je salue l'initiative que vous avez faite et la commémoration, elle est vraiment super importante. Sauf que le travail que nous avons devant nous, elle est vraiment, il est trop vaste. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas seulement condamner les forces étrangères qui ont envahi notre pays, qui ont tué, qui ont violé. Nous devons aussi reconnaître quelque part que avant d'entrer dans la maison de quelqu'un, il faut un enfant de la maison qui aide aussi l'ennemi à lui ouvrir la porte. Donc, il y a aussi nos frères et nos sœurs congolais, une multitude, je dirais, qui sont aussi responsables de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé au pays. Et tout cela, malheureusement, comme M. Labbé vient de le dire, ils occupent maintenant des postes stratégiques dans le pays. Donc, nous avons du travail à faire parce que quand ces mêmes gens qui sont censés mettre de l'ordre, qui sont censés faire des réparations, ils sont les mêmes qui sont aux commandes du pays. En tout cas, le chemin à parcourir, il est encore trop long. Et comme le professeur l'a dit, quand il faut dire que la communauté internationale ne peut pas prendre en considération des problèmes qui se sont passés avant les années 2000 ou 2002, vous voyez comment est-ce que nous sommes coincés. Et s'il faut faire confiance à la communauté internationale qui continue de perdre sa crédibilité dans la gérance des conflits au niveau mondial, en tout cas, celle Dieu connaît la voie de sortie pour le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Petit Gabriel, pour votre intervention. Un grand merci. Pour moi, c'est une contribution, ça vient reprendre les dires de ce qui a été dit par nos frères et sœurs et nous vous en sommes très, très reconnaissants. Nous allons prendre la dernière question
la dernière intervention. Je pense que c'était, voilà, Papa Thomas Mwangaloa. Excusez-moi si je l'ai mal prononcé. Bien, bonsoir, merci beaucoup. J'ai bien suivi et je remercie tous les intervenants. Je remercie aussi l'initiative qui est très louable en ce contexte particulier. Ben, rapidement, là, je vais prendre trois choses. Tout ce que j'ai suivi, je prends trois choses. Une première chose, il nous faut documenter ces événements. Il faut documenter parce que j'ai suivi dans le groupe des préparatifs. Nous, on savait qu'il y avait 15 victimes, 14 femmes et un homme. Mais à un moment donné, quelqu'un nous dit qu'il y a eu 3 hommes, mais ce n'est pas 12 femmes. Et donc, déjà, il faut documenter que nous ayons les faits précis. S'il y a eu 15 victimes, que ce soit 15 victimes. S'il y a eu 12 femmes, qu'on soit tous convaincus, qu'on connaisse les faits, qu'il y a eu 15 victimes, 12 femmes, 14 femmes, et voilà, autant d'hommes aussi. Ça, c'est une chose importante. On ne peut pas aller en justice si on n'a pas les faits. Et on connaît pas mal de difficultés que le Congo a devant les tribunaux internationaux. C'est de présenter les faits. On a vu l'affaire Congo-Ouganda, comment ça s'est conclu. On n'a pas prouvé les faits. Malheureusement, pourtant on avait les faits. Il faut bien documenter que nous ayons les éléments, tous les éléments nécessaires, avec les moindres détails. C'est très important. Et une deuxième chose, le prof Kilomba que j'ai suivi, que je salue d'ailleurs, ben, il a dit, et c'est vrai, que la Cour pénale n'est pas compétente. Les faits sont passés en 99, c'est avant 2002. Mais il n'y a pas que la Cour pénale. Hein. Il a avancé d'autres hypothèses, je crois 5. Mais je pense qu'il n'a pas fait allusion aux tribunaux congolais qui sont là. Il y a des tribunaux congolais qui sont compétents pour ces faits. Il y a les tribunaux militaires qui sont compétents. Il y a les cours d'appel qui sont compétentes ou qui peuvent être compétentes. Mais on peut aussi penser, si la CPI n'est pas compétente, s'il n'y a pas un tribunal pour le Congo créé par l'ONU, mais pourquoi ne pas saisir les tribunaux actuels et qui seraient compétents, notamment les tribunaux congolais, avec évidemment les difficultés. Et toute la question alors, c'est savoir qui saisit ces juridictions. Les victimes, elles sont là. Il y a des ayants droit, il y a des ONG, mais il faut savoir qui a qualité pour saisir ces juridictions. Et à mon avis, cet anniversaire, hein, on devrait arriver non seulement à établir les faits, mais aussi à déterminer quel mécanisme on saisit le plus tôt possible. On ne doit plus attendre 5 ans, 10 ans qu'il y ait un TPI pour le Congo. Qu'on commence par les mécanismes qui sont là depuis longtemps. Mais alors, qui va saisir? Qu'on identifie qui saisit. Les ONG ont-elles qualité? Et les ayants droit, est-ce qu'on les connaît, est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'il y a des survivants, par exemple? Ben, moi, j'ai appris en passant qu'il y aurait des survivants. Il y aurait une survivante. Il faut la retrouver, il faut la localiser et voir comment on peut l'accompagner si c'est elle qui peut saisir. Et une troisième chose, la dernière, ben, sur le plan politique aussi, ça, c'est le genre d'action qui ne peuvent pas aboutir hein, s'il n'y a pas un accompagnement politique. Et même si l'ONU n'est pas arrivé à créer un truc pour le Congo, c'est parce qu'il n'y a pas une action politique. Il est vrai que c'est l'ONU qui doit créer, mais il ne le fera pas si le Congo ne fait pas pression. Or, le Congo ne fera pas pression pour la simple raison que ces bourreaux, et la plupart d'entre eux, pas uniquement pour les cas de Mwenga, de Kasika, de partout ailleurs, ces bourreaux, ils sont au gouvernement, ils sont aux affaires. Le Congo ne saisira jamais l'ONU pour demander qu'on crée un tribunal pour le Congo, parce que ces gens-là sont aux affaires et c'est eux qui doivent saisir l'ONU. Il nous revient à nous, société civile, de voir les mécanismes à utiliser. Nous, on n'a pas la force de saisir l'ONU et que l'ONU crée ce tribunal pour le Congo sans que le Congo les veuille. Ça sera plus tard peut-être. Saisissons les mécanismes existants, mais alors ayons peut-être aussi sur le plan politique quelques relais qui peuvent jouer un certain rôle hein, pour que les juges, on connaît la justice, c'est un appareil qui sert le pouvoir, on le sait, connaît des relais sur le plan politique qui peuvent aussi influencer que cette action puisse marcher devant les tribunaux congolais.
et peut-être plus tard aussi devant l'ONU et ainsi de suite. Voilà un peu ma contribution au débat de ce soir. Merci. Un grand merci à vous, papa Mangalois. Professeur, est-ce que vous êtes toujours avec nous? je Professeur? suis là, Alors, effectivement. Je voilà, suis là. j'aimerais justement, l'intervention est très pertinente. J'aimerais très rapidement que vous puissiez justement nous apporter la réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux différents mécanismes que vous nous avez présentés, qui aujourd'hui est habilité à le faire? La deuxième question, quid des tribunaux congolais qui existent? Est-ce qu'aujourd'hui, en interne, il y a des mécanismes qui existent au niveau congolais? Et ensuite, la dernière question qui a été posée par Papa Mangalois, qui est de dire que la problématique aujourd'hui pour saisir l'ONU, c'est que les bourreaux, hein, comme on les appelle, sont aujourd'hui dans le gouvernement congolais. Est-ce que vous croyez réellement que nous avons une marge de manœuvre pour que cette solution, ce mécanisme, donc avec l'ONU, puisse aboutir? Est-ce que vous pouvez rapidement apporter une réponse? Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions. Je vais répondre rapidement. Très bien. Qui peut les faire? Voilà la question. Eh bien, le gouvernement congolais. C'est le Très bien. premier débiteur. La responsabilité primaire de protéger les peuples congolais revient au gouvernement congolais. Très bien. Donc, c'est le gouvernement congolais. On ne va pas chercher ailleurs. C'est celui-là le premier débiteur. Parce que, comme je le disais, si un pays sombre dans un conflit, si un pays sombre dans la violence, si un pays sombre dans le chaos, c'est parce que son gouvernement n'est pas en mesure de répondre. L'armée a ses problèmes. J'ai toujours donné l'exemple de notre armée. Lorsque vous voyez, par exemple, un militaire mourir au front, est-ce que sa famille reçoit même un message du haut commandement? Non, tous les militaires sont enterrés dans l'anonymat. Comment le gouvernement congolais arrive à se faire accepter par son peuple? Voilà. Et donc, qui peut le faire? C'est le gouvernement congolais. Les tribunaux congolais, je rappelle aujourd'hui que, et encore une fois, les statistiques sont là, le pouvoir judiciaire a 0,6% du budget global. 0,6% du budget global. Mais alors, sur une population de plus de 100 millions d'habitants, nous avons moins de 10 000 magistrats. Que voulez-vous? Voilà. Et les responsables de tout ça, c'est qui? C'est le gouvernement congolais. Tout l'argent du pays, il sert à autre chose. On oublie l'appareil judiciaire et on veut qu'il fasse des miracles. Et je m'excuse, on va dire que je suis très sévère contre le gouvernement, mais il n'y a pas d'amitié entre un peuple et son gouvernement. Le gouvernement a des obligations. Et avec un tel budget, le standard international sur les budgets de la justice, c'est 3 à 5% du budget global. Mais le pouvoir judiciaire a aujourd'hui 0,6%. Tout le travail que la justice militaire a accompli dans notre pays, c'est avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Soit c'est l'USAID, soit c'est les PNUD, soit c'est la MONUSCO, le Bureau conjoint des Nations Unies, pour financer les audiences foraines et essayer au moins de rendre justice. Rendre justice de manière répressive parce que la réparation n'a jamais suivi. Lorsqu'on condamne un militaire des rangs qui n'a même pas un salaire, qui n'est pas mécanisé, on les condamne à payer 100 000 $ à la victime. Mais cela n'aura jamais lieu. N'aura jamais lieu. Et donc, oui, les tribunaux congolais peuvent faire un travail remarquable. Les juridictions militaires se sont déjà lancées dans ces secteurs, mais ces juridictions ne travaillent qu'avec l'argent du Bureau conjoint des Nations Unies, l'USAID, les PNUD, et donc tout ce que j'appelle comme partenaires techniques
internationaux. Troisième question, par rapport à l'ONU, j'aimerais que cela reste aussi soit rappelé. Le gouvernement congolais n'a jamais formulé la demande au Conseil de sécurité pour la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. La demande n'a jamais été faite. Ça, c'est très important. Et donc, il n'y a pas de volonté politique. Il n'y en a pas. Je m'excuse de ce que je vais dire maintenant. Tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, regardez par exemple Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a été condamné pour subornation de témoins par la Cour pénale internationale. La condamnation est définitive. Il a été acquitté pour crime contre l'humanité en Centrafrique, mais la condamnation pour subornation de témoins, un acte de corruption, elle est définitive et ne changera pas. Mais ce sont ces mêmes personnes qui entrent au gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Il n'y a pas de volonté claire. Et encore une fois, nous sommes de la société civile, nous représentons la demande, tandis que le gouvernement représente l'offre. Et donc, si la demande s'accroît, l'offre est petite, alors cela va être un avantage pour nous. Nous devons davantage relever la voix, briser le silence, briser cette omerta et être de plus en plus exigeant vis-à-vis du gouvernement congolais. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que je dis, la mollesse du gouvernement congolais, c'est depuis des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Cela n'a pas changé. Et donc, oui, l'ONU est là. L'ONU est intervenue en République démocratique du Congo. Elle est là. D'ailleurs, je venais de publier un article sur les rôles de la MONUSCO dans la promotion de la sécurité. Mais écoutez, mon point de vue est positif. L'ONU a fait sa part. Mais le gouvernement congolais, fouillant toujours sa responsabilité primaire de protéger et d'assurer le bien-être de son peuple, écoutez, on se limite à un discours politique. Voilà, et il faut que la MONUSCO parte. Je suis content parce que le chef de l'État, cette fois-ci, à l'Assemblée générale de l'ONU, a rétropédalé, n'a plus parlé du départ de la MONUSCO parce qu'il s'est rendu compte de l'évidence. Les budgets du gouvernement congolais, c'est pour financer les réceptions, c'est pour financer des déplacements à l'étranger, c'est pour donner de l'argent. Et je vais terminer par un exemple banal. C'est pas que je suis contre ou cynique contre la jeune fille qui est décédée au Canada, enlevée et tuée. Mais un cas comme celui-là a attiré l'attention de tout le monde pendant qu'il y a des communautés entières qui sont tuées à longueur des journées. Voilà, nous aimons les sensationnels, nous oublions la réalité. Et donc, pour l'ONU, l'ONU a fait sa part, mais le gouvernement congolais n'a jamais demandé la création d'un tribunal pénal spécial pour la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci à tous pour votre contribution. Après vous avoir écouté, moi, le constat est simple et pour le dire, je vais utiliser la phrase de l'écrivain Charles Nzungu qui dit ceci: ressaisissons-nous parce que l'heure est à l'action. Donc, ça me permet directement de faire le lien avec le message qui va être lu par la suite par Prince. Donc, nous avons eu l'honneur de recevoir un message fort de professeur Charles Nzungu. Et pendant que Prince, le frère Prince va lire, nous allons passer juste après la lecture, nous passerons à la période de dédicace et nous allons allumer une bougie de l'espoir. Donc, je vais vous inviter simplement de pouvoir déjà préparer votre bougie pour ceux qui en ont, et puis nous les allumerons juste après. Alors, est-ce que Prince est prêt? Je suis là, je suis prêt. Très bien. Merci beaucoup, Prince, d'être avec nous ce soir. Bien, écoutez, à vous la parole. Nous vous écoutons pour ce message fort. Voilà, je vous lis le message du professeur Charles Simba.
Je vous adresse ce message à l'occasion du 25e anniversaire de la perpétration criminelle d'un drame inhumain, l'enterrement de nos mères et sœurs vivantes à Mwenga. 25 ans que ce crime reste impuni. 25 ans qu'il n'a suscité aucune réaction d'envergure, ni de la part des autorités congolaises, ni de la part de la communauté nationale congolaise. Au niveau de la communauté internationale, même indifférence. Ce qui est cependant choquant, voire révoltant, c'est l'indifférence dont le chef de celles et ceux, de celles-là et de ceux qui partagent le même sang que ces femmes martyrs de la barbarie. Je pense que c'est même cette indifférence des leurs qui explique, sans la justifier, le silence de l'opinion tant nationale qu'internationale. C'est ce déficit de lobbying qui me pousse à vous adresser ce message. Oui, nous avons toutes et tous failli à notre devoir de solidarité et de mémoire. Je suis même convaincu que la horde des barbares qui a commis ces crimes l'a fait en tablant sur notre veulerie, notre poltronnerie, notre pusillanimité atavique. Ils savaient que nous ne ferions rien. Ils étaient certes convaincus que nous allions nous couvrir d'un manteau de la peur et les laisser continuer de perpétrer leur entreprise de prédation. Ce n'est pas par hasard qu'ils avaient choisi de frapper la femme, la mère, celle qui symbolise la vie, la source de la vie. Une façon pour eux d'annihiler tout sentiment d'humanité, de nier toute dignité. Même s'ils ne sont plus là, aujourd'hui on peut affirmer qu'ils ont réussi leur sale besogne. Car la prédation qu'ils cherchaient à instituer continue de nos jours sous la forme de sous-traitance via nos propres compatriotes et autres affairistes chinois. 25 ans, c'est beaucoup. 25 ans, c'est un quart de siècle. Mais 25 ans, ce n'est pas une éternité. C'est pour nous dire qu'il n'est pas encore tard de nous ressaisir. Ressaisissons-nous où que nous nous trouvons pour crier et dénoncer l'opprobre. Le crime a été suffisamment documenté et il est imprescriptible. Ne baissons donc pas les bras, ne courbons pas les chines. Le devoir de mémoire ne consiste pas seulement en un exercice de commémoration. Il nous faut agir afin que justice soit faite. Il nous faut agir en multipliant des initiatives collectives et individuelles afin que le sacrifice des nôtres ne se solde point dans l'indifférence. Les initiatives, c'est par exemple la prise en charge des orphelins de ces suppliciés. Les initiatives, c'est surtout la sécession hic et nunc des violences de toutes sortes à l'endroit des populations de Mwenga et du Boulega en général. On est en train d'organiser au vu et au su de tout le monde, en toute impunité, la destruction écologique du Boulega, les pillages systématiques de sa faune, de sa flore, de son sol et de son sous-sol, de l'empoisonnement de ses sources, de ses cours d'eau et rivières. Bientôt, le Boulega sera, s'il n'est déjà un désert, une terre sans avenir où sévissent la famine,
la pauvreté et les calamités de toutes sortes. Ressaisissons-nous, l'heure est à l'action. Message de Charles Djungu Simba, professeur des universités, journaliste, écrivain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Prince. Je pense que après tout ce qui a été dit aujourd'hui, nous n'avons pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que l'heure est à l'action pour la justice et la dignité pour nos martyrs. Et la responsabilité nous revient à nous tous, patriotes congolais et amis du Congo, pour que nous puissions atteindre cette paix durable et nous puissions aussi que les âmes de nos victimes puissent reposer en paix. Et c'est justement le moment où nous allons envoyer une pensée pieuse pour ceux qui commémorent avec nous depuis maintenant 13 ans. Il est des coutumes au sein de Génocost, au sein de la journée de commémoration du génocide congolais, d'allumer une bougie de l'espoir. L'espoir que demain sera meilleur. L'espoir que demain, la justice sera faite, comme nous l'avons dit. L'espoir que demain, le gouvernement congolais, par les actions que nous allons poser ensemble, va faire en sorte que nos victimes puissent être en paix. Et aussi, nous allons envoyer une pensée pieuse à nos martyrs pour leur dire que vous n'êtes plus là, mais nous, Congolais, peu importe là où nous nous trouvons, nous sommes un pour cette cause qui est la patrie. Alors, pour ceux qui ont une bougie, je vais vous inviter donc à les allumer. Nous avons maman Alia qui a donc la liste de nos victimes, parce qu'aujourd'hui nous nous sommes réunis pour les victimes de Mwenga. Maman Alia va nous lire le nom de ces victimes et nous allons observer 1 minute de silence et envoyer une pensée pieuse et nous connecter ensemble avec eux. Merci beaucoup. Je vous laisse chacun allumer la bougie. Maman Alia, est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Et nous allons rendre hommage à ces victimes que nous commémorons aujourd'hui, 25 ans après les horreurs qu'il y a eu à Mwenga. Merci. Merci. Aujourd'hui, toutes nos pensées vont vers nos sœurs, nos mères et notre frère qui ont perdu la vie injustement, qui ont perdu la vie parce que certains ont été animés par la cupidité, la méchanceté. Aujourd'hui, nous pensons à Kungwa Agnès, décédée à 58 ans, qui a été enterrée vivante le 12 octobre 1999. Nous pensons à Natukusu Monique, enterrée le 13 octobre 1999, alors qu'elle était âgée de 60 ans. Nous pensons à Bukungu Mawazo, enterrée vivante le 14 octobre 1999. Elle était aussi âgée de 60 ans. Nous pensons à Kalafula Bungilila, enterrée vivante le 17 octobre 1999. Nous pensons à Bitondo Evelyne, partie, enterrée vivante le 17 octobre 1999, alors qu'elle n'était âgée que de 40 ans. Nous pensons à Nyasa Kassandoulé,
enterrée vivante le 17 octobre 1999 et qui était âgée de 71 ans. Nous pensons à Safi Kito, enterrée vivante le 17 octobre 1999 à 55 ans. Nous pensons à Tabu Akenge, enterrée vivante le 17 octobre 1999, âgée de 66 ans à l'époque. Nous pensons à Wabiwa Mutiki, enterrée vivante le 17 octobre 1999, âgée de 46 ans. Nous pensons à Moyouma Françoise, enterrée vivante le 17 octobre 1999, âgée de 58 ans. Nous pensons à Mbilizi Musombwa, enterrée vivante le 17 octobre 1999 et qui était âgée de 66 ans. Nous pensons à notre maman Kyundundu, enterrée vivante le 17 octobre 1999 à 59 ans. Nous pensons à notre maman Moutiki Albertine, enterrée vivante le 17 octobre 1999. Elle était âgée de 63 ans. Nous pensons à notre sœur Sibazuri Zawadi, enterrée vivante le 11 décembre 1999. Nos pensées vont aussi vers notre frère Mouchimbwa Dieudonné, enterré vivant le 11 décembre 1999. Il était âgé de 61 ans. Que leurs âmes reposent en paix et que justice soit faite. Merci beaucoup. Nous allons observer quelques secondes de silence. Merci. Je vous remercie. Est-ce que Papa Vianney, est-ce que vous pouvez nous envoyer une toute petite chanson pour accompagner ce moment de dédicace? Merci. Merci beaucoup, Papa Vianney. Mes frères et sœurs, vous qui nous écoutez aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous preniez exemple sur la synergie des Mitamba de la diaspora. Ce sont 11 femmes avec des parcours diversifiés, actifs dans les domaines tels que le droit, sciences politiques, santé, dramatique, développement rural, sociologie, qui se sont ensemble réunies et qui ont pris cette initiative. Et se sont dit non, nous devons défendre la cause. Elles se sont levées, elles ont dit pour la mémoire des femmes enterrées vivantes à Mwenga, nous devons pour les 25e années absolument marquer. Je vous appelle justement à soutenir les Mitamba. Je vous appelle également à soutenir Congolese Action Youth Platform, dont j'en fais partie, avec la campagne Génocost. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit très bien le professeur tout à l'heure, nous avons des mécanismes et nous savons qui est la personne clé pour que ces mécanismes-là aboutissent. Nous avons constaté ces dernières années le silence
du gouvernement congolais, pour les citer. Et c'est de notre devoir à nous, aujourd'hui, de nous lever ensemble pour demander à ce que la justice elle soit rendue. Donc, nous souhaitons un Congo meilleur. Nous souhaitons l'arrêt de ces massacres. Aujourd'hui, nous parlons de Mwenga. Mais vous savez comme moi, à l'est de la RDC, les massacres continuent. Je pense aux déplacés de Goma. Je pense aux enfants de Beni, aux victimes de Beni. Je pense à Kisangani. Je pense à ce peuple congolais qui, depuis plusieurs années, souffre. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité d'une terre qui est riche en ressources naturelles. Mais la vie d'une personne ne doit en aucun cas être prise juste parce que un gouvernement ou une société a décidé de s'enrichir. Non. La vie de Congolais mérite le respect, mérite la dignité. Et c'est notre devoir à nous tous de vous lever. Donc, merci à vous qui êtes aujourd'hui mobilisés pour cette conférence. Que le message ne s'arrête pas à vous ou à vous qui allez le suivre. Ce message ne s'arrête pas aujourd'hui. Vous devez mobiliser. C'est notre devoir. Nous devons mettre la pression. Nous devons mettre la pression au gouvernement congolais pour que nous cessons de pleurer comme nous le pleurons encore aujourd'hui. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette journée commémorative. Je tiens à remercier les Mitamba. Merci à vous, femmes fortes. Merci à cette communauté. Je pense à Dada Stella, Maman Alliance, Maman Déborah Kitoumani, pardon, Maman Véronique Abonga, Maman Alliance, Mimi, Maman Bijou, Maman Vanessa, Maman Chami Moulendele, Maman Kimboua, Fatouma Adel, Maman Jacqueline qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Je remercie les intervenants. Merci pour votre intervention, Monsieur l'abbé. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été là. Merci pour votre contribution. Je vois les mains levées pour les frères et sœurs, mais malheureusement, le temps ne nous permet pas. Mais par contre, vous avez nos coordonnées et nous pouvons toujours nous retrouver à nouveau pour échanger sur ces sujets clés, sur les massacres, le génocide en République démocratique du Congo. Donc, je vous remercie pour ce moment. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Et n'oublions pas, la nation congolaise avant toute chose. Soyons tous patriotes et que le terreau du Congo prime avant toute chose. Merci beaucoup. Au revoir.